Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Yveline Europe. Émission un peu particulière aujourd'hui puisque nous avons quitté nos studios habituels pour nous installer ici à Paris au siège de l'Express qui nous fait la gentillesse de nous accueillir. Au menu cette semaine, la campagne pour les élections européennes et l'UMP qui a enfin dévoilé ses listes. Nous sommes un parti, et j'aime pas le mot conservateur, nous sommes un parti réformateur qui adapte l'Europe à ce qui se passe dans le monde. Notre groupe sera plus au centre une fois les Tchèques et les Britanniques partis. Il sera plus chrétien-démocrate. Il y a des regrets, mais en même temps, nous serons plus cohérents dans nos positions et nos opinions. Nous avons 5 thèmes, tout spécialement dédiés aux élections européennes. Le changement climatique, l'évolution démographique, une Europe prospère, une Europe plus sûre et la place de l'Europe dans le monde. La droite alliée aux démocrates sera-t-elle à nouveau majoritaire après le 7 juin? Pourquoi le nouveau centre s'est-il allié à l'UMP dans cette campagne? Quel programme propose-t-il pour l'Europe? On regarde d'abord ce reportage et on en parle tout de suite après avec nos invités Christophe Barbier de l'Express et Jean-Marie Cavada, 3e sur la liste de la majorité présidentielle en Ile-de-France. Tallinn, la dame rouge de la Baltique, séparée de bleu en avril. La capitale estonienne a accueilli un meeting des leaders du Parti populaire européen, le dernier meeting hors de Bruxelles avant les élections de juin. Pendant 2 jours, une cinquantaine d'hommes politiques de centre-droit se sont penchés sur les valeurs du groupe et les défis de l'Union. Située au nord-est de l'Union, l'Estonie a eu 6 députés dans le Parlement européen sortant. L'un d'entre eux, Tunne Kelam, est membre du groupe du Parti populaire européen et des démocrates européens, présidé par le Français Joseph Daul. Première nuance. Nous sommes un parti, et j'aime pas le mot conservateur, nous sommes un parti réformateur qui adapte l'Europe à ce qui se passe dans le monde. Le PPE-DE est le seul groupe qui compte des ressortissants de chacun des 27 pays membres de l'Union. Au cours de cette législature, ils étaient 288, issus de partis démocrates chrétiens, conservateurs et d'autres formations du centre-droit. Accolés au PPE, les démocrates européens, autrement dit DE, rassemblent des eurodéputés non fédéralistes tels les conservateurs britanniques. Associés au groupe, ils n'en suivent pas les mêmes consignes de vote. Le PPE-DE est la première force de l'hémicycle depuis 1999. Plusieurs résolutions, préparées par des rapporteurs du groupe, comptent parmi les moments forts de cette législature. Il y a eu par exemple le vote sur le changement climatique, la sécurité des jouets ou encore le roaming. Or, le groupe est en train de se fissurer. Les conservateurs britanniques, sur consigne de leur leader David Cameron, vont quitter le PPE. Ils veulent former un autre groupe, probablement avec les eurosceptiques tchèques. Je ne dirais pas qu'il s'agit de chercher le soutien des eurosceptiques. Je crois qu'il s'agit de chercher des gens au sein de l'Union européenne, des délégations, des hommes politiques qui sont comme nous favorables à une réforme de l'Europe. Je ne dirais pas que nous sommes principalement eurosceptiques, nous sommes centristes. Le centre-droit doit se rassembler. Il va se passer beaucoup de choses au Parlement européen et nous avons l'intention de maintenir de bonnes relations avec le PPE une fois que nous aurons notre propre groupe. Au PPE, ce départ suscite des sentiments mitigés, comme l'explique le chef de la délégation polonaise. Notre groupe sera plus au centre une fois les Tchèques et les Britanniques partis. Il sera plus chrétien-démocrate. Il y a des regrets, mais en même temps, nous serons plus cohérents dans nos positions et nos opinions. À l'exception des démocrates européens, tous les eurodéputés du groupe PPE sont en même temps membres du vrai parti politique qu'est le Parti populaire européen. Créé en 1976, il est le premier parti politique du continent à caractère transnational. Le parti PPE rassemble 74 formations politiques de centre-droit de 38 pays jusque dans les Balkans et le Caucase. Une gigantesque structure disposant de ses propres moyens de communication. Le PPE a par exemple créé en février dernier Dialogue TV, sa propre web TV en vue des élections européennes. Nous avons 5 thèmes, tout spécialement dédiés aux élections européennes. Le changement climatique, l'évolution démographique, une Europe prospère, une Europe plus sûre et la place de l'Europe dans le monde.
Mais l'accent est mis sur le terrain, le dialogue avec les citoyens, écouter leur opinion et tenter d'instaurer une discussion entre les experts, les politiques, les eurodéputés, la Commission européenne et les citoyens. Depuis qu'elle diffuse, Dialogue TV a enregistré 18 000 connexions par mois. Son concurrent intime n'est pas très loin. Le groupe parlementaire PPE-DE a lui aussi sa propre web TV. Créée en juin 2007, elle diffuse en 4 langues. La nébuleuse politique du centre droit compte également un autre élément clé, European Ideas Network, le réseau d'idées européennes. Ce forum, créé en 2002, rassemble un demi-millier d'hommes politiques, d'entrepreneurs, de journalistes et de représentants de la société civile. Ce groupe de réflexion veut être un laboratoire d'idées. Ce qu'il y a dans ce groupe EIN, c'est qu'on n'est pas limité. On ne pense pas parti, on ne pense pas est-ce que c'est bien, que pense celui-là, que pense celui-là. C'est une certaine liberté des chercheurs, des scientifiques et des hommes politiques qui sont dans ce groupe et qui se lancent et pour préparer l'avenir. Je crois qu'il faut là aussi, c'est pour ça qu'il a été créé, c'est pas la langue de bois. On peut aller très loin dans les propositions, en sachant qu'après, c'est le parti et le groupe qui choisissent les thèmes et fixent les limites. Certains reconnaissent à mi-voix qu'il est facile de se perdre dans ce dédale. Pour Saryusz-Wolski, le parti PPE n'est guère plus qu'un secrétariat général et l'élan de l'action politique provient surtout du travail du groupe. Le champ d'action du PPE en tant que parti est plus large que celui du groupe parlementaire PPE. Mais en même temps, c'est le travail du groupe PPE qui compte le plus dans notre famille politique parce qu'il a un impact sur 3 secteurs majeurs. D'abord, la législation, qui aura plus de poids encore si on a un nouveau traité européen. Et puis le budget et la politique étrangère. Donc le cœur des travaux de notre famille politique dans l'Union européenne, c'est le Parlement européen. Les relations avec la Russie, les frontières extérieures de l'Union et la sécurité des citoyens comme du continent étaient au cœur des débats à Tallinn. L'Estonie est entrée dans l'Union européenne il y a 5 ans avec 9 autres pays, d'anciennes républiques soviétiques pour la plupart. Qu'ont-elles apporté au groupe ? Ce qu'ils nous ont apporté en tant que PPE aussi à moi en tant que président. Vous savez, je suis un Alsacien, je sais ce que nos familles ont vécu en Alsace pendant les différentes guerres. Et ceux qu'ont vécu ces peuples avec 60 ans de communisme. Donc ce qu'ils nous apportent, ils nous apportent la réflexion, ils nous apportent ce qu'ils ont souffert. Ils nous remettent dans un nouveau contexte au niveau de nos réflexions. C'est peut-être cette volonté de voir les choses différemment qui a poussé la délégation à vouloir visiter l'ancienne prison de Patarei. Cette forteresse du 19e siècle est devenue en 1919 un pénitencier. Des milliers de prisonniers y ont été entassés, notamment pendant l'occupation soviétique et jusqu'à il y a encore 7 ans seulement. Aujourd'hui, les Tallinniens tournent le dos au passé. La crise fait souffrir le Tigre balte. Les Estoniens se demandent que faire avec l'Europe. L'Eurobaromètre prévoit qu'environ 2 tiers des électeurs ici s'abstiendront d'aller voter. Ces pronostics très pessimistes inquiètent. Les scientifiques et les sociologues doivent trouver ce qui n'a pas fonctionné dans la communication à destination de nos citoyens. L'Union n'est pas assez présente dans les débats nationaux. Dans cette campagne européenne, le PPE-DE cherche à conserver sa place de premier groupe politique dans l'hémicycle européen. À l'issue de cette réunion à Tallinn, il pouvait regarder aussi vers la Suède, prochaine présidence de l'Union à partir de juillet. Retour sur le plateau d'Yveline Europe, un plateau décentralisé, je vous le disais, puisque nous sommes à Paris cette semaine, dans le siège du journal L'Express. Avec nous, Christophe Barbier, bonjour, vous êtes donc directeur de la rédaction de L'Express, merci de nous accueillir. À vos côtés, Jean-Marie Cavada, bonjour, vous êtes député européen. Alors vous ne faites pas partie du PPE dont on vient de parler, mais du groupe ALDE au contraire, qui sont des démocrates. Oui, les démocrates libéraux, c'est-à-dire composés de gens qui sont favorables à la loi du marché, mais qui sont pour une partie d'entre eux des redistributeurs de la richesse.
Et vous êtes allié, donc, puisque vous êtes au Nouveau Centre, vous êtes allié à l'UMP pour cette campagne. Vous faites donc partie, vous êtes 3e sur la liste en Ile-de-France de la majorité présidentielle. Pourquoi le Nouveau Centre s'est-il allié à l'UMP ? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que cette coalition. De même qu'il y a un programme commun de majorité présidentielle en France pour les réformes, de la même manière, il y a un programme commun qui rassemble l'UMP, qui est le parti leader, le Nouveau Centre, et puis les nouveaux venus que sont la gauche moderne et les progressistes, et qui sont tous des partisans de la réforme en Europe. Qu'est-ce que la réforme en Europe veut dire ? Ça veut dire que, d'une part, il y a beaucoup de choses à changer et à accomplir, et d'autre part, la crise internationale pose à l'Europe des problèmes spécifiques, d'où la notion de l'Europe en avant, qui protège, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi. Christophe Barbier, ce n'est pas une surprise, cette alliance entre Nouveau Centre et l'UMP? Ils sont déjà ensemble au gouvernement, notamment? Ce n'est pas une surprise parce qu'il y a cette cohérence de la majorité présidentielle. Néanmoins, quand on voit la liberté de vote du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale, groupe qui en use, voire parfois en abuse aux yeux du groupe UMP, on l'a vu encore sur la loi Hadopi, on l'a vu sur les tiraillements autour du règlement de l'Assemblée nationale, on pouvait penser que cet esprit un peu d'indépendance, parfois de front du Nouveau Centre, allait donner envie au Nouveau Centre de mener sa campagne personnelle, de marquer sa différence dans la campagne européenne et de se compter pour voir après 2 ans d'existence du Nouveau Centre si le message était passé parmi les électeurs. Donc on est privé un peu de la vérification de cette identité propre au Nouveau Centre. Et je pense que la majorité présidentielle s'est privée aussi d'un effet éponge, si j'ose dire, c'est-à-dire les électeurs centristes iront peut-être encore un peu plus vers le MoDem qu'ils ne l'auraient fait s'il y avait eu un Nouveau Centre. Ceux qui au centre ne veulent pas aller vers l'UMP parce qu'ils ont encore le souvenir du RPR un peu arrogant et dominateur, seraient venus sur le Nouveau Centre, que vont-ils faire? S'abstenir? Ça joue un peu pour le MoDem alors peut-être. En tout cas, l'effet de digue ne pourra pas être mesuré. Alors, que vous avez un temps soutenu, M. Cavada. Oui, alors d'abord, clarifions les choses. Moi, je suis rentré il y a 5 ans pour un premier mandat au Parlement européen, où j'ai exercé deux fonctions successives de vice-président du commerce international, qui est une commission qui gère les rapports de l'Europe avec le reste du monde en termes économiques, et puis ensuite de président de la commission des libertés civiles, c'est-à-dire en gros tout l'univers des libertés individuelles et collectives, la Charte des droits fondamentaux, etc. Ça, c'était spécifiquement le mandat que les électeurs de l'UDF m'avaient donné. Puis ensuite, les grandes manœuvres présidentielles ont fait que le président de l'UDF de l'époque, François Bayrou, s'est éloigné de cette alliance du centre pour rechercher une nouvelle alliance à gauche, comme on le voit maintenant. Par conséquent, les choses sont claires. Il nous a quittés. Et par conséquent, moi, j'ai rejoint la majorité présidentielle parce qu'on ne pouvait pas rester au milieu du gué. Alors, à l'inverse de ce que dit M. Barbier, je veux apporter une précision. Autant en politique intérieure française, son analyse m'apparaît en effet peu discutable, autant je pense que les principes ne sont pas les mêmes au niveau européen. Pourquoi ? Parce que, au fond, la présidence française de l'Union, pour faire très clair et très rapide, a montré que le chef de l'État est devenu bien plus européen que son propre parti lui-même, et d'ailleurs qu'il ne l'était lui-même en 1999, il y a 10 ans, lorsqu'il a dû prendre la suite de Philippe Séguin, si ma mémoire est bonne, pour mener la campagne présidentielle. C'est vraiment l'argument d'ailleurs de votre majorité présidentielle, c'est un argument de cette campagne, la réussite de cette crise. Est-ce que Christophe Barbier, c'était vraiment une réussite, cette présidence française, ou pas? Je suis d'accord avec Jean-Marie Cavada, Nicolas Sarkozy est beaucoup plus européen que le RPR classique historique. Souvenons-nous, il y a 30 ans, de l'appel de Cochin, quand même, de Jacques Chirac. Le parti de l'étranger. Le parti de l'étranger. Donc là, il y a un saut culturel fait par cette famille-là énorme. Je suis d'accord, la présidence, l'exercice de la présidence de l'Union par la France, par Nicolas Sarkozy dans des circonstances exceptionnelles, lui ont montré peut-être plus qu'il ne le pensait lui-même à quel point la dimension européenne était passionnante et importante. Je ne suis pas sûr que le message soit déjà passé dans l'électorat profond. Je ne suis pas sûr que la grille de lecture européenne soit celle des électeurs qui vont se rendre aux urnes le 7 juin. Je pense qu'en termes d'étiquette, PP, groupe démocratie, libéral, groupe centriste. Je pense que là, il y a les gens n'en savent rien. Les gens n'en savent rien. L'Europe n'a pas su se doter de listes estampillées avec des labels européens. Donc on plaque à nouveau, comme je l'ai peut-être fait, en effet, une grille de lecture nationale sur des listes et des enjeux et des combinaisons européennes. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ce qui est vrai, c'est que la crise économique a donné l'impression aux Français que l'Europe était la dimension de réaction et de traitement. Dans les sondages, on voit encore qu'ils ne sont pas prêts à donner, si j'ose dire, aux gestionnaires européens, la santé, le social, ça, ils veulent que ça reste national. Mais sur la réaction économique face à la crise, alors là, c'est la victoire de l'euro et c'est la victoire de l'Europe. Justement, Jean-Marie Cavada, sur cette crise, on n'a pas eu l'impression que l'Europe parlait forcément d'une seule voix. On n'a pas eu l'impression que c'est M. Barroso, président de la Commission européenne, qui a boosté
une réaction européenne. Il y a eu Gordon Brown d'un côté, Angela Merkel de l'autre, Nicolas Sarkozy de l'autre. Finalement, c'est un argument contre les souverainistes qui disent qu'il n'y a plus d'État-nation. Oui, écoutez, tout ça m'apparaît en réalité assez confus et même un peu assez vieillot, hein, ce qui se dit et que vous-même vous êtes obligé de prendre en compte. La réalité, c'est que quelque chose de très important est en train de se passer en Europe. Ce qui est très important, ce sont deux choses. D'abord, une énorme interpellation de la crise mondiale venue des États-Unis, qui change tout. L'Europe qui apparaissait d'abord comme une sorte de mauvais compromis technocratique qui filait vers le libéralisme, pas français, parce que les Français ne sont pas libéraux en Europe. Même les UMP français apparaissent des étatistes à Bruxelles. Les vrais libéraux, c'est les Britanniques, quelques Nordiques et les nouveaux États de l'Europe centrale et de l'Est qui, eux, ont une frénésie de consommation tout à fait nouvelle. Mais en réalité, l'interpellation de la crise fait qu'on attend quelque chose de nouveau de l'Europe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vu un peu avec la présidence allemande, un peu avec la présidence portugaise, beaucoup avec la présidence française. Je ne le dis pas par souci de propagande. Il faut savoir qu'au Parlement européen, quand le président français, en juillet dernier, a pris la présidence de l'Union, il a dit quel serait son programme. Tous les républicains, donc à l'exception des extrêmes, c'est-à-dire au moins 600 députés, debout, applaudissent la déclaration d'intention. Quand il revient 5 mois plus tard, rendre compte de son mandat de président de l'Union, voilà ce que j'ai fait, debout en train d'applaudir. Et par conséquent, les socialistes, comme les conservateurs, et même comme nous, les démocrates et les libéraux. Par conséquent, est-ce que le citoyen dans les Yvelines, lui, a ressenti ça comme un succès? Est-ce que concrètement, dans sa vie quotidienne, ça change quelque chose? Parce que ça paraît quand même très loin des citoyens, cette Europe. Ils le ressentent comme ça, en tout cas. L'argument, monsieur, de la vie quotidienne, moi je ne sais pas ce que ça veut dire dans ma vie quotidienne, c'est un peu facile. Et je vais vous dire pourquoi. 60% des lois nouvelles, les lois nouvelles, pas les anciennes, les lois nouvelles depuis maintenant 5 ans, qui sont votées au Parlement français, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ne sont pas d'inspiration française. C'est simplement la réécriture dans le droit français des directives européennes, les lois européennes, qui sont initiées à Bruxelles et que chaque État transpose dans son droit, car il y a 2 niveaux de gestion de l'Europe. Il y a le niveau communautaire et puis il y a, Dieu merci, le niveau national. Et ce sont ça les questions nouvelles, les interpellations nouvelles, que je résume dans une question assez simple. La nouvelle Europe peut-elle nous protéger des grandes secousses mondiales, pas des secousses européennes, bien sûr. Alors, ce que vous venez de dire pour justement les 2 tiers des lois, les gens le découvrent presque aujourd'hui. Oui. Les 2 tiers des lois, vous avez dit quand même, sont uniquement des retranscriptions des directives européennes. Des transpositions. Est-ce que, Christophe Barbier, ça peut mobiliser justement l'électorat? Est-ce que ça peut inciter les gens à réaliser que l'Europe, finalement, ça les concerne et que c'est eux qui décident qui ils envoient au Parlement européen? Oui, si on fait sauter 2 verrous. Le premier verrou, c'est cette espèce de cache-sexe, de sentiment de honte des parlements nationaux. Alors on retranscrit en retard et alors en catimini, pour bien montrer que ça ne vient pas de l'extérieur, on a fait ça dans un coin. Il faut que les parlementaires français soient rapides et fiers dans la retranscription des directives et disent oui, c'est européen, donc c'est pour nous et on le retranscrit, on l'adapte fortement et vivement. Et ça, ils ne le font pas assez, ils ne le font pas assez savoir. Ensuite, il faut que la codécision, qui est peut-être la plus grande invention procédurale depuis 10-15 ans au niveau européen. Il faut que la codécision soit mieux expliquée aux Français, qu'ils se disent, en choisissant un parlementaire européen, je ne choisis pas quelqu'un qui va bavarder et rechercher du consensus intellectuel, je désigne des forgerons qui vont taper à grands coups de marteau sur les lames d'acier bouillant que la Commission leur envoie. Et si le forgeron tape dans un sens ou dans un autre, c'est pas pareil. On a eu un petit exemple récent avec Hadopi. On n'a pas compris, on n'a pas assez expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau européen? 2 décisions différentes, au niveau national et européen. Alors, est-ce que dans le paquet télécom, ce qui a été décidé, arrêté, lancé, est contradictoire ou complémentaire de ce qui a été voté au Parlement national? Qu'est-ce qui va nous concret, justement, expliquez-nous. Cette loi qui vient d'être votée cette semaine à l'Assemblée nationale, est-ce que le Parlement européen le permet ou pas? Alors, Jean-Marie Cavada, vous qui êtes au Parlement européen, justement. On ne sait pas. C'est la loi qui a été votée, la directive qui a été adoptée lors de la dernière session du Parlement européen, c'est-à-dire début mai à Strasbourg. C'est le paquet télécom, c'est-à-dire c'est une directive qui organise les télétransmissions. Et là-dedans, il y a un segment, il y a un petit morceau de fromage qui touche à la protection des industries culturelles. Très important cette affaire, mais elle n'est pas contraignante puisque de toute façon l'activité culturelle relève davantage de la souveraineté des États qu'on appelle la subsidiarité. Moi à Bruxelles je ne décide pas, toi la France tu as plus de pouvoir que moi, vous voyez, et que par conséquent elle ne sera contraignante qu'un jour et à terme. Cependant, dans ce cas précis, la France pose à l'ensemble de l'Europe
réunis ces jours-ci au Festival de Cannes. Une très bonne question. Peut-on garder une spécificité culturelle en France, en particulier en Europe en général, puisque les Européens ont aussi des activités culturelles, même si elles sont plus faibles, si l'on ne préserve pas le droit d'auteur? La réponse est non. Toute activité, Victor Hugo le disait déjà, le droit d'auteur doit être défendu. Par conséquent, un jour, le gouvernement français montera au niveau européen une partie de ce qu'il réclame et les lois ne seront plus contradictoires. Laissez-moi donner un deuxième exemple très rapide et qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il touche tout le monde. Il y a un an, nous avons adopté une directive, une loi, qui s'appelle REACH, comme riche. En fait, c'est une loi d'inspiration totalement écologique qui fait le listing de près de 60 000 produits chimiques nocifs qui sont interdits dans les produits vendus sur le sol européen ou fabriqués sur le sol européen et absolument contrôlés puisque nous faisons des lois toujours avec un instrument d'évaluation et de contrôle 3 ans plus tard en gros. Et il n'y a pas un pays au monde, il n'y a pas un continent au monde qui préserve aussi bien ses consommateurs par l'interdiction des saloperies qu'on trouve dans les vêtements, dans l'alimentation, dans l'air et dans tout ce qu'on veut. Alors c'est adopté au Parlement, mais est-ce que ça nous touche, est-ce que c'est de suite mis en place au niveau des États? De suite non, mais très rapidement, puisque la transposition est en train d'arriver, et naturellement elle s'intègre merveilleusement dans le paquet Grenelle, car il faut dire qu'en Europe, les Français que vous êtes, que nous sommes, avons été les inspirateurs d'une meilleure politique écologique. Le paquet Grenelle de la présidence française en Europe, c'est les Français qui l'ont inventé, qui ont poussé comme ça, avec le soutien des Allemands, avec les nordistes bien sûr. C'est pour ça qu'on a même pu réussir. Et en gros, Bruxelles, une dernière chose, c'est un pays quand on est élu, où on travaille ensemble les républicains, de droite, du centre et de gauche, à l'exclusion des extrêmes, et la politique disparaît largement pour l'art du compromis. Tu veux ça? Non, ça je ne veux pas. Allez, on va faire la moitié du chemin chacun. C'est pour ça que ça avance. C'est la principale différence, Christophe Barbier, entre le Parlement français, l'Assemblée nationale et le Sénat, et le Parlement à Strasbourg et à Bruxelles, c'est que c'est un Parlement de compromis au niveau européen. Alors qu'on n'imagine pas ça du tout en France, où il y a un affrontement parfois très vif. On a une logique de conflit dans le Parlement et dans la tradition politique française. On a une logique de consensus, de convergence, de compromis dans de nombreux pays et dans les instances européennes. Ça peut bouger en France avec le travail en commission parlementaire renforcée. On sait que dans les commissions... C'est là que ça se passe. C'est une très bonne réforme à cause de ça, oui. On a manqué une étape en France. C'est qu'on aurait dû aller jusqu'à l'adoption des textes de loi en commission. Sauf si un groupe demande un renvoi solennel en hémicycle parce que le texte est très sulfureux. Mais sur la plupart des textes, c'est en commission qu'on aurait pu voter. Et là, on l'aurait fait dans un esprit de consensus. Bon, ça on verra quand on fera la 6e République en France. Au niveau européen, cette culture de consensus, elle est formidable pour la fabrication de ces textes. Elle est désastreuse pour la lecture politique vue de l'étranger. On ne comprend pas les groupes, la composition des groupes par rapport à la grille de lecture nationale. On ne comprend pas ces arrangements. On ne voit pas que c'est le rassemblement des gens de bonne volonté. On pense que c'est des combinations. Et on ne comprend pas le dialogue, le rapport de force, le dialogue constructif mais parfois conflictuel entre commission et Parlement, avec évidemment les chefs d'État et de gouvernement au sommet pour veiller sur tout cela. Donc ce consensus, il nécessite une pédagogie qui n'est pas encore faite, qu'on n'arrive pas à faire, que la Constitution européenne, si elle avait été adoptée, aurait pu permettre, parce qu'il y avait quelques instruments qui le permettaient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les lobbies qui font ce travail-là. Ce sont les lobbies qui, au Parlement, ont participé dans les couloirs à la construction de ce consensus, qui retournent après vers leur corporation en disant voilà ce qu'on a eu, voilà ce qu'on a gagné, voilà ce qu'on a perdu. Oui, avec sur les lobbies des batailles. Oui, c'est terrible. Parfois, ils nous aident à construire des lois qui soient censées dans l'intérêt général. Parfois, ils se font renvoyer dans le mur d'une façon terrible. Dans la directive REACH, qui était protectrice des consommateurs et qui largement muselait des industriels et des industries nocives, naturellement, les lobbyistes ont tout perdu là-dedans. En tout cas, une grande partie. Est-ce que ce manque d'opposition, parce qu'il faut rappeler qu'actuellement le président de la Commission s'appelle José Manuel Barroso, qu'il est PPE, le groupe majoritaire dont on vient de parler, le Parti populaire européen, mais il n'a pas d'adversaire du principal groupe opposant, les socialistes. Est-ce que ça, c'est pas une lecture difficile pour le citoyen aujourd'hui qui se dit, bon, bah finalement, il faut quand même être clair, et j'en parle à l'aise, moi j'ai voté contre lui, je n'aime pas ce président de commission parce que je ne le trouve pas bon, et d'ailleurs je ne trouve pas que ce soit un Européen continental, c'est un Européen atlantiste, c'est pas ma chemise, c'est pas mes habits, c'est pas l'histoire du continent. Ceci étant réglé, ne grandissez pas les pouvoirs de la Commission. La Commission, elle est sous l'autorité du Conseil des ministres. Je dis souvent, quand ça n'avance pas, que l'Europe n'a pas d'autre adversaire que ses propres membres, ses propres chefs d'État. Il faut simplement rappeler que la Commission propose les lois au Parlement européen et au Conseil. C'est la lecture de la Constitution, mais ce n'est pas vrai dans la pratique. Le Conseil peut proposer, la Commission a les droits usuels de proposition en effet, mais nous avons, nous, par le biais des cavaliers, c'est-à-dire on se saisit d'un texte et on introduit une idée,
la même force de proposition quasiment. Et puis quand ça ne nous plaît pas, de toute façon, il y a les tribunaux et la Cour qui jugent. Et par conséquent, la Commission est une sorte de super secrétariat général du gouvernement européen. Ne grandissons pas ses pouvoirs. Les véritables freins, c'est les nationalismes qui s'expriment au Conseil des ministres et au Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Mais de la même manière, la crise nous amène une nouvelle répartition des pouvoirs. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On est poussé aux fesses, si je puis dire, par les opinions et par les chefs de gouvernement qui nous disent l'Europe doit prendre un virage et obéir davantage aux résultats des élections, c'est-à-dire à la politique, parce que la technocratie avait rempli le vide que la politique ne voulait pas exercer. La crise exerce une pression sur tout le monde, y compris les dirigeants du Conseil des ministres, et qui reprennent du pouvoir politique. Et ça, c'est très important. C'est ce qui se passait dans les années 60, quand ça marchait. Le Parlement européen a de plus en plus de pouvoirs. Ce sera le cas encore avec le traité de Lisbonne s'il est adopté. Ça ne sera pas le cas encore, ce sera de nouveaux pouvoirs. Encore plus. Les 3/4 des décisions sont en codécision, c'est-à-dire si l'exécutif et le législatif ne sont pas d'accord, il n'y a pas de loi. Il faut que le législatif soit d'accord. Il faut que le Parlement européen dise oui. Si le Parlement dit non, la loi tombe à la poubelle. Alors ce Parlement que nous allons élire le 7 juin, vous en faites partie en tant que député. Qu'est-ce que concrètement vous proposez, vous, de plus que les socialistes ou le Modem? Pourquoi devrait-on, en tant qu'habitant à Saint-Germain-en-Laye, voter pour Jean-Marie Cavada qui fait liste D'abord, avec Michel Barnier, Rachida Dati? vous votez pas pour moi, vous votez pour une coalition gouvernementale européenne qui exprime un programme. Et c'est quoi le programme? C'est-à-dire justement de tirer la conséquence de ce que je viens de vous dire, faire de la politique. Faire de la politique, ça veut dire quoi? Écouter, au fond, quelles sont les attentes non seulement du pays, mais il faut dire aussi que l'opinion, elle suit les mouvements, mais les dirigeants doivent précéder, doivent préparer l'avenir. Je dis souvent que le peuple a raison, tellement raison qu'il n'a pas toujours raison. Si en 1939, on avait demandé « Êtes-vous favorable à la paix ou contre la paix ?» prétendument signée entre Daladier, Chamberlain et M. Hitler, comme on l'appelait, le peuple aurait dit « La paix, la paix ». Oui, mais la paix, c'était la préparation de la guerre. Dans le cas précis qui nous occupe, il faut savoir prendre de l'avance. Nous devons devenir autonomes des États-Unis dans tous les domaines. Pour préparer, je dirais, un des pôles multipolaires du monde à venir, qui sera le lien entre les États-Unis, l'Europe, le Sud, les pays du Sud, qui vont grandir, et les pays émergents et l'Asie notamment. Et qu'est-ce que nous devons faire là? Nous devons faire de l'Europe non seulement un ensemble économique autonome qui produit de la richesse et donc de l'emploi, mais aussi du bien vivre ensemble, c'est-à-dire l'univers de ce qu'on pourrait appeler la Charte des droits fondamentaux et de la citoyenneté européenne, et qui nous protège des agressions excessives venues de l'extérieur de l'Europe. C'est ça l'interpellation nouvelle. Christophe Barbier, on se rappelle, pour terminer, qu'en 1999, c'est un des pires souvenirs électoraux de Nicolas Sarkozy, qui a pris une déculottée, on peut dire, une déroute aux européennes. Est-ce qu'il va s'investir à 100% dans cette campagne, vous pensez? Il demeure un petit traumatisme européen chez Nicolas Sarkozy, parce qu'il a le souvenir de cette campagne. Il avait dû remplacer Philippe Séguin comme tête de liste à la dernière minute. Il était devancé par Charles Pasqua au soir des élections. C'était très très dur, hein. Je m'en souviens très bien. J'étais dans son QG pour la soirée électorale. Il était venu avec un de ses enfants, un fils, qui a vu son père subir cet échec et venir l'assumer. Et je pense que ça a été à la fois un traumatisme, puis le début aussi d'une grande aventure, parce que ça l'a forgé à la flamme très très dure. Il lui est resté le petit mauvais souvenir qui fait que dans cette campagne, en effet, il a tout fait pour que on parle d'Europe, oui, mais de l'Europe de l'exécutif. Et son discours à Nîmes, son discours avec Angela Merkel, c'est la présidence française nous a montré qu'une autre gouvernance était possible, nous devons aller vers cette gouvernance à travers les apports de Lisbonne. Sur le Parlement, il n'a pas prononcé le mot, il n'a pas prononcé ce que Jean-Marie Cavada vient de nous détailler, c'est-à-dire ce fonctionnement moderne à adopter. On sent qu'il a une sorte de réserve. Il ne fait rien contre, mais il ne fait rien pour. Il est en campagne pour l'Europe, pas pour le Parlement européen. S'il ne le nomme pas, en tout cas, a-t-il pris conscience qu'il fallait maintenant passer au-dessus du oui et du non et de les réunir dans un nouvel élan? Nous verrons donc la suite de la campagne. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur Triangle FM et Yveline Première. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Yveline Europe.